L'année 2022 aura été extrêmement riche d'un point de vue cinématographique. D'un côté, on a assisté au triomphe de blockbusters fous, ambitieux et généreux. De l'autre, le cinéma d'auteur nous a évidemment offert des pépites. Et le cinéma de genre n'était jamais loin derrière. Bref, pour célébrer cette année de cinéma et fêter les 25 000 abonnés sur la chaîne, je vous propose une sélection de 10 films qu'il fallait retenir en 2022. Pas forcément un top à proprement parler, même si les 5 premiers sont largement devant à mes yeux, mais plutôt une liste de suggestions. Vous allez voir, il y a plein d'autres films que j'ai appréciés cette année qui ne seront pas dans cette vidéo. Nope, par exemple, j'écris actuellement une vidéo spéciale dessus, donc on le garde de côté. Mais 3000 ans à t'attendre, Inexorable, Sani Kayedam, Enquête sur un scandale d'État, Vikram, et j'en passe. Évidemment, j'anticipe les commentaires, j'ai vu Avatar la voix de l'eau, j'ai vu Top Gun Maverick, et à peu près le même avis pour les deux, on est sur des prouesses techniques, en particulier pour Avatar, mais vraiment du côté de l'écriture, le scénario ne m'a pas suffisamment touché pour que je le classe dans mes films préférés de l'année. Ah, et on fait un petit bilan des naufrages en fin de vidéo, parce que tirer sur l'ambulance, ça fait toujours du bien. Sauf que ici, on n'est pas là pour tirer sur l'ambulance. On est là pour lui défoncer sa race à l'ambulance. Le 1er septembre 1905, le jeune Bruno Redal, séminariste de 17 ans, s'accuse du meurtre d'un enfant de 12 ans. À partir de ce fait divers sordide, le cinéaste Vincent Leport livre un long métrage étrange, mal aimable, mais redoutablement fascinant. La mise en scène épurée à l'extrême laisse énormément de place à ses acteurs, en particulier Dimitri Doré, dont la présence magnétique contribue grandement à l'aura dérangeante qui émane du film. On oscille entre considérations psychanalytiques d'un autre siècle, questions théologiques, et surtout ce dilemme moral passionnant. Comment peut-on tenter de comprendre ce qui pousse à un acte si terrible ? Comment expliquer qu'un meurtrier sans le moindre remords vienne lui-même se dénoncer ? Autant prévenir, Bruno Redal est une expérience éprouvante. Vincent Leport ne cherche pas à mettre son spectateur à l'aise, il ne lui épargne pas une certaine violence crue, qu'elle soit graphique ou psychologique. Mais surtout, il s'agit d'un étrange objet comme on en voit rarement. Bref, un vrai petit choc que je ne peux que conseiller à un public averti. Dans le Calcutta des années 40, Kala Manjushri se fait une place de rêve dans l'industrie musicale. Mais derrière sa carrière étincelante se cachent de lourds secrets qui reviennent la hanter. J'avais déjà eu le plaisir de vous parler de la cinéaste Anvita Dutt et de son film Bulbul lors du Cinescope consacré au cinéma d'horreur indien. Pour son second long métrage, la cinéaste indienne retrouve tout ce qui nous annonçait un futur grand nom du cinéma. Une mise en scène virtuose, esthétiquement sublime et une écriture à l'intelligence admirable. Mieux encore, ce cas-là est bien plus abouti et corrige presque tous les défauts de son précédent film. On plonge dans un monde de poésie, à la partition musicale sublime, probablement une des plus belles bandes originales de l'année. Un long métrage gothique, toujours aux frontières du rêve cauchemardesque. Et si vous voulez une analyse bien plus poussée de son long métrage, je vous renvoie simplement vers ma critique sur écran large, le lien sera épinglé en commentaire. मैं भी गाती हूँ पता है। Après avoir désobéi à son maître, So Won-jen se retrouve au cœur d'une conspiration terrible qui oppose les clans les plus puissants du royaume. Une lutte impitoyable commence alors. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux le savent, j'ai eu l'immense plaisir de couvrir le PIF, le Paris International Fantastic Film Festival cette année. C'est à cette occasion que j'ai découvert Demigod, The Legend Begins, qui était présenté en compétition. Et je préfère vous le dire tout de suite, si vous n'êtes pas familier de cet univers, vous allez découvrir quelque chose de totalement inédit. Demigod s'inscrit dans une très longue tradition taïwanaise du spectacle de marionnettes. Le réalisateur Chris Wang vient d'ailleurs d'une famille liée à ce milieu depuis des décennies, puisque son grand-père était déjà un célèbre maître marionnettiste. La puissance folle de son film, c'est sa façon d'allier un spectacle traditionnel d'un autre temps à un cinéma spectaculaire qui, lui, est intemporel. Marionnettes et animation 3D se côtoient pour créer une merveille visuelle complètement folle, le tout évoquant les plus grands wuxia du cinéma hongkongais. Impossible d'accentuer à quel point Demigod The Legend Begins est fou, ambitieux et généreux. On y retrouve à la fois des combats de sabre dignes des plus grandes Choi Arc, un récit mythologique qui écrase à peu près toute tentative de faire du spectacle épique cette année et une merveille d'artisanat. Si vous voulez un film d'animation hors du commun qui vous sort de votre zone de confort, c'est le film parfait. Au Xe siècle, la dynastie Chola règne sur le sud de l'Inde.
Intrigue, conspiration, alliance, ce récit épique tiré d'un roman culte de la littérature tamoule nous plonge au cœur d'un monde politique complexe et impitoyable. Parmi les plus grands cinéastes du cinéma indien, et particulièrement tamoul, Mani Ratnam tient une place de choix. D'ailleurs, si vous voulez découvrir sa filmographie, je vous invite à aller écouter le podcast Discordia. Ils ont fait 3 épisodes sur tous ses films, c'est absolument passionnant. Et depuis des années, son rêve fou était d'adapter le roman fleuve Ponniyin Selvan. Et qu'on se le dise, l'attente valait largement le coup. Mani Ratnam nous livre une œuvre grandiose, visuellement sublime, qui parvient à retranscrire fidèlement toute la complexité passionnante du roman de base. On est quelque part entre la poésie tragique d'un Shakespeare et des conspirations brutales façon Game of Thrones, et son Ponniyin Selvan, c'est une leçon de mise en scène, d'écriture et de composition musicale. Alors on pourrait regretter quelques séquences guerrières trop vite expédiées, des effets numériques parfois un peu bâclés, mais l'entreprise de Mani Ratnam brille justement de par son aspect anti-spectaculaire. Et on voit clairement que ces séquences de bataille ne sont pas du tout le centre d'intérêt de son récit. Alors accrochez-vous bien, suivez bien les dialogues et ne vous inquiétez pas si vous êtes un peu perdu au milieu des personnages au premier visionnage. C'est une œuvre d'une telle richesse, d'une telle densité et d'une telle maîtrise artistique qu'on ne peut qu'y revenir avec plaisir. Là encore, je vous renvoie vers ma critique sur écran large si vous voulez plus de détails, et vous pouvez toujours rattraper le film qui est dispo sur Amazon Prime Video en attendant la sortie en salle du 2e volet, prévu pour le 28 avril 2023. En Iran, une journaliste enquête sur un tueur en série. Le tueur en question, surnommé l'Araignée, s'en prend aux prostituées dans le but, selon lui, de purifier la ville sainte de Mashhad. Si le film n'a jamais été fait pour être facile à voir, il est évidemment plus difficile de découvrir les nuits de Mashhad en cette fin d'année, compte tenu des circonstances actuelles en Iran. Ali Abbasi s'attache à filmer une société qui brutalise ces femmes, les culpabilise. Un pays entier qui se rallie derrière la violence aveugle de l'obscurantisme et érige en héros l'oppression masculine la plus primitive. Mais au-delà du message social et politique, qui est absolument passionnant et bien plus complexe qu'il n'en a l'air, Ali Abbasi n'oublie jamais de nous livrer un thriller tendu et parfaitement tenu. La mise en scène est soignée, l'actrice Zahra Amir Ebrahimi porte le film à bout de bras, c'est un prix d'interprétation féminine à Cannes qui a été totalement mérité, et la séquence finale est d'une violence psychologique telle qu'elle finira indéniablement par vous hanter de longs jours après le premier visionnage. Ali Abbasi m'avait déjà secoué par l'étrangeté déchirante de son border, mais Les Nuits de Mashhad nous dévoilent un cinéaste au talent immense, à côté duquel mieux vaut ne pas passer. Voilà qui me rend encore plus curieux de voir ce qu'il va bien pouvoir faire avec la série The Last of Us, puisqu'il en réalise les 2 derniers épisodes. Après avoir pris possession de la région minière la plus rentable du pays, le gangster Rocky doit défier de nouveaux parrains de la mafia, en plus du gouvernement indien. On a eu le cinéma indie avec Kala, le cinéma tamoul avec Ponniyin Selvan, voici le cinéma Kannada avec KGF Chapter 2, la preuve parfaite que cette année le cinéma indien a brillé au niveau de toutes ses industries. Ceux qui ont déjà vu le premier volet le savent, KGF, ça ne ressemble à rien de ce que vous avez vu auparavant. Déjà de par son envie de faire un récit spectaculaire, avec un budget relativement limité, mais surtout de par la narration si étrange du réalisateur Prashant Neel. KGF, c'est le blockbuster bourrin par définition. Jamais une seconde de pause, le récit ne s'aère pas, ne ralentit pas. En fait, on a l'impression que le cinéaste a pour ambition de tenir sur 2h30 un rythme ultra intensif de teaser. Et donc, comme pour un teaser, chaque plan doit être iconisé, mais au point de faire honte à Zack Snyder, pour être un potentiel money shot. Chaque dialogue doit être une punchline, et même une séquence d'appel téléphonique est surcutée au point de devenir plus intense qu'une fusillade. S'il y a des fans de Michael Bay parmi vous, dites-vous que Prashant Neel, c'est clairement le niveau au-dessus dans la science du chaos total. Et honnêtement, je comprends que ça puisse totalement décontenancer. Mais personnellement, c'est de loin la séance la plus folle que j'ai vécue en salle cette année. C'est méchant, ça ne respecte rien, et c'est tellement jusqu'au boutiste dans son entreprise qu'on peut que finir sur les genoux avec cette suite plus furieuse, plus brutale, et qui essore totalement son spectateur. Là encore, vous retrouverez le lien vers ma critique en commentaire épinglé. Dans les années 70, Alana Kane croise la route de Gary Valentine. C'est le début d'une relation conflictuelle et passionnante. Est-il vraiment nécessaire de présenter le génie Paul Thomas Anderson ?
Magnolia, There Will Be Blood, Phantom Thread, sa filmographie est une démonstration de talent. Évidemment que c'est un maître de la mise en scène, quelqu'un qui maîtrise la narration visuelle à la perfection. Évidemment qu'il sait diriger ses acteurs avec un naturel sidérant, évidemment qu'on s'attendait à une claque magistrale, évidemment qu'il a tenu ses promesses, mais tout de même que c'est beau et que c'est grand ce Licorice Pizza. Plus que jamais, le cinéaste s'intéresse au mouvement, au flux perpétuel. Ces personnages traversent l'époque, le scénario, le cinéma. Il y a quelque chose de terriblement touchant dans cette course folle en quête de sens, d'amour, de réussite. Et on pourrait se passionner pour les dizaines de niveaux de lecture, le sens caché derrière chaque plan, mais Licorice Pizza est probablement l'exemple parfait d'une leçon de cinéma qui donne tout simplement envie d'être admiré. De laisser tomber l'esprit analytique pour profiter encore plus pleinement de cette explosion d'images, de sensations, de musique sublime, bref, un immense moment de cinéma. Dans les années 60, la jeune Gangu est vendue à une maison close pour 1000 roupies. Dans les années qui suivront, elle va devenir une figure majeure dans la lutte des droits pour les travailleuses du sexe. On revient au cinéma indie avec le dernier long métrage du maître Sanjay Leela Bhansali. Si tout le monde le connaît en France pour Devdas, adaptation culte d'un chef-d'œuvre de la littérature indienne, le cinéaste fait partie des plus grands noms du cinéma bollywoodien. Son cinéma ultra esthétisé, c'est un mélange de tradition littéraire et de musique traditionnelle. Le tout convoquant l'âge d'or de Bollywood, tout en étant radicalement moderne du côté de l'écriture. Et après une trilogie thématique qui mêlait romance maudite et relecture historique, le cinéaste s'intéresse cette fois-ci à l'histoire vraie d'une figure féminine passionnante. Bhansali évite le piège du biopic académique et tire l'arme. L'écriture est d'une profondeur fascinante, Alia Bhatt livre la plus grande performance de sa carrière et probablement la plus grande performance féminine cette année. Et franchement, c'est un pur bonheur de voir le cinéaste avoir une confiance totale dans la puissance de sa mise en scène. Lui qui aime les esthétiques baroques, très chargées, il gagne cette fois-ci en simplicité. Bhansali abandonne certaines fioritures et laisse sa mise en scène parler d'elle-même. On ne peut qu'admirer les plans séquences virtuoses, le rythme envoûtant. Là encore, vous pouvez retrouver ma critique complète épinglée en commentaire. Alors qu'il enquête sur la mort mystérieuse d'un homme, le détective Hye-jun suspecte Sorey, l'épouse du défunt. Un jeu d'attirance et de manipulation commence alors. Que pouvait-on attendre de Park Chan-wook après Mademoiselle ? Est-ce que le réalisateur de Oldboy allait revenir vers la violence explosive de ses premiers longs métrages ? Ou bien allait-il développer cette sensibilité, cette finesse qu'il semblait assumer de plus en plus ? Un peu comme pour Gangubai Kathiawadi, Decision to Live, c'est le trajet fascinant d'un cinéaste formaliste qui brillait dans ses excès, ses fioritures passionnantes, qui soudain décide d'épurer son cinéma sans pour autant perdre sa maîtrise technique hallucinante. Résultat, on assiste à un film certes plastiquement parfait, mais surtout à un récit absolument déchirant. Plus sensible, plus humain, Park Chan-wook vient nous remuer, nous attendrir et surtout nous briser avec un final absolument déchirant. J'ai longtemps pensé que le cinéaste n'égalerait jamais la beauté tragique et la violence psychologique du final de Thirst. Eh bien, bonne nouvelle, Decision to Live fait encore mieux. Plus beau, plus dur, plus bouleversant. Et si vous voulez m'entendre parler plus longuement de Park Chan-wook, vous avez ma vidéo sur Oldboy, mais je participe actuellement au podcast Discordia pour une rétrospective complète sur sa filmographie. Et on termine évidemment avec RRR du génial S.S. Rajamouli. Je ne vais pas vous faire une nouvelle dissertation sur ce qui rend le film si spécial. Vous pouvez retrouver ma vidéo qui était sortie en octobre et qui analyse à la fois le film et le parcours unique de son cinéaste. Aujourd'hui encore, RRR continue d'être au centre de l'attention. Il est dans la shortlist des Oscars pour la meilleure chanson originale, tout le monde en parle sur YouTube, même ton pire vidéaste incul, facecam, #entrepreneur. Quoi qu'il en soit, RRR c'était le plus gros événement cinéphile de l'année. Un blockbuster intense, généreux, créatif, superbement mis en scène, la preuve absolue que le cinéma populaire n'est pas condamné à être du mauvais cinéma qui insulte perpétuellement son public. Et en parlant de mauvais cinéma, on va pas se lancer dans un flop 10, ce serait beaucoup trop long, mais je retiens principalement 3 échecs majeurs caractéristiques des tendances de l'année. En numéro 3, Morbius de Daniel Espinosa. Et franchement, on pourrait le remplacer par Thor Love and Thunder, The Grey Man ou Jurassic World, autrement dit des produits cyniques, écrits par des algorithmes qui prennent le public pour acquis et le méprisent constamment.
espérant que Top Gun Maverick et Avatar 2 aient suffisamment montré l'importance de proposer du spectacle bien fait et généreux, parce que vraiment, cette médiocrité ambiante, c'est déprimant au possible. En deuxième place, Arthur Malédiction. Luc Besson en roue libre, qui imagine un monde où ces Minimoys ont laissé plus de traces que Star Wars dans la pop culture, une exécution dont l'amateurisme fait honte aux productions Asylum, rien ne va, absolument rien. On aurait pu se limiter au nanar inoffensif, si seulement le film ne nous assénait pas d'une morale aussi stupide que pathétique en fin de film. Au final, le développement chaotique du projet est largement plus passionnant que le résultat final. Et en toute première place, The Kashmir Files de Vivek Agnihotri. Immonde, nauséabond, malhonnête, les adjectifs ne manquent pas pour décrire ce pur produit de propagande. L'incarnation même de tout ce qui va mal dans l'industrie cinématographique indienne ces dernières années et l'occasion de prendre la température de l'extrême droite au cinéma. Une catastrophe morale mais aussi formelle, tant le ton misérabiliste et le surjeu des acteurs frôlent la parodie. Pitoyable sur 20, on ne pouvait pas faire pire cette année. Et on arrête ici notre petit classement de l'année 2022. On espère une année 2023 tout aussi riche en découvertes et avec peut-être moins de déceptions que cette année. N'hésitez pas à donner votre top et flop en commentaire, likez, partagez, vous abonnez, vous connaissez le refrain. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.